Je vous souhaite la bienvenue, je vous souhaite une excellente soirée. Comme j'ai écrit, puissiez-vous recevoir la vibration que j'ai à vous offrir. Donc, le thème de la conférence ce soir, comment faire pour avoir des douleurs, des symptômes et une maladie. Donc, je vais vous parler de la façon dont je travaille, soit en consultation individuelle, soit en channeling, ou soit lorsque j'anime des stages. Je travaille toujours de la même façon. Je travaille d'une manière holistique. L'être humain est beaucoup plus qu'uniquement un corps physique, c'est-à-dire qu'on est très vaste. On a un corps physique, mais on a aussi des corps énergétiques. Et il faut comprendre que parfois, dans des situations difficiles qu'un être humain peut vivre, s'il le vit de manière très intense et pendant longtemps, euh, ça s'installe jusque dans le corps physique. Mais on a tout de même des programmations, des blessures qui sont logées dans nos corps subtils, qui nous nuisent, qui nous amènent des résultats insatisfaisants, mais ça ne, comment dire, notre corps physique ne nous parle pas encore. Et à ce niveau, ben, comme je fais équipe avec Julie, Julie donne des soins énergétiques qui sont extrêmement efficaces. Et puis, ce sont des soins énergétiques qui se donnent aussi bien en personne qu'à distance. Et puis, la distance, finalement, au niveau quantique, elle n'existe pas. Et Julie est la spécialiste pour vraiment analyser, détecter et déloger, si vous voulez, ce qui peut être situé dans les corps énergétiques. De mon côté, ben moi, l'énergie n'est pas nécessairement ma tasse de thé. Mes forces sont les comportements, sont la dimension humaine et certainement la transmission d'une vibration. Donc, ce que fait aussi Julie. Alors, on va regarder au niveau holistique, ça concerne quoi? Alors, on touche à 5 domaines. Le domaine psychique, donc au niveau de la pensée. Le domaine émotionnel, qui est toujours soutenu par des mémoires qu'on porte, soit avant même d'être né ou à partir de notre naissance. Le domaine psychosomatique, ce qui veut dire que lorsqu'on vit des événements difficiles, on somatise, c'est-à-dire qu'on envoie dans notre corps, dans nos corps, les émotions. Le domaine quantique qui est extrêmement important, de toute façon, je vais vous parler des 5 domaines parce que le domaine quantique, c'est le domaine vibratoire. Et dans l'univers, et je dis bien pas juste sur la Terre, mais dans l'univers, tout fonctionne par vibration. Et finalement, ben, le corps physique, d'accord? Et ça, ben, le corps physique, on le traite par l'alimentaire. Alors, on va commencer par le psychique, la pensée. Donc, on va prendre un exemple. Alors, il y a un événement vécu difficilement, d'accord? Le mari, il décide qu'il va passer un week-end avec ses potes sans consulter sa conjointe et en plus, ce week-end-là, c'est leur anniversaire de mariage. Okay? Donc, on peut s'imaginer
comment la conjointe va le vivre, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il fout le camp, il m'en parle même pas, puis en plus, c'est notre anniversaire de mariage. Donc, la conjointe, tout de suite, quand elle apprend que son mari ne sera pas là parce qu'il est parti avec ses potes, eh ben, elle interprète. Donc, elle a des jugements. Alors, elle se dit, il est égoïste, il est narcissique, il préfère être avec ses potes et ainsi de suite. Donc, elle se fait un melting pot d'émotions. D'accord? Donc, elle s'emporte. Et là, ce qui se produit, c'est que la conjointe a des besoins affectifs non comblés. Et ces besoins affectifs sont, par exemple, son besoin d'attention, son besoin de présence, son besoin de reconnaissance, et ainsi de suite. Donc, il peut y avoir plus qu'un besoin affectif qui n'est pas comblé. De toute façon, il y a environ 250 besoins affectifs. Alors, il y en a beaucoup et tous et chacun, il faut comprendre que la conjointe, son besoin d'attention, de présence et de reconnaissance, ce sont des besoins affectifs qu'elle interprète avoir manqué dans son enfance. Donc, c'est comme si l'enfance revient dans l'âge adulte et on reconnaît certaines choses, mais remarquez que quand je dis aux gens quel besoin n'a pas été comblé, ben souvent les gens ils sont un peu pris à contre-pied dans le sens où ils n'ont jamais réfléchi quels sont les besoins affectifs qui n'ont pas été comblés dus à la décision du conjoint de partir en week-end avec ses potes. Donc, nous n'avons pas été éduqués par rapport à ces besoins affectifs. Donc, nos parents nous ont jamais dit quel besoin n'a pas été comblé. Alors, c'est comme si tout se déroule à la vitesse de l'éclair. La seule chose que nous sommes conscients, c'est qu'on ne se sent pas bien. D'accord? Donc, ce qui veut dire qu'avec ces interprétations, ces jugements, avec les besoins affectifs non comblés, la conjointe va se victimiser. Et en se victimisant, elle se dit, il ne me considère pas, il préfère toujours les autres avant moi, etc. Et là, ça, sans s'en apercevoir, ça mène automatiquement la personne à la dévalorisation d'elle-même. Et ce que ça veut dire, elle n'en a pas conscience, mais elle se dit à l'intérieur d'elle, ben c'est ça, je ne suis pas importante, je ne suis pas digne d'attention, je suis insignifiante, et ainsi de suite. D'accord? Et ça, c'est ce qu'il y a le plus subtil, c'est ce qui blesse le plus la personne par rapport à elle-même. C'est les jugements qu'elle engramme en elle. Et ça, comme ce sont des besoins affectifs qui n'ont pas été comblés dans l'enfance, la dévalorisation, les jugements d'elle, ils ont aussi pris racine durant l'enfance. C'est juste qu'on ne s'en aperçoit pas. Mais quand on est adulte, c'est comme si on sent qu'il y a quelque chose qui est là, mais à quelque part, c'est comme si l'ego nous dit c'est trop dangereux, ne va pas là. Mais on a une idée qu'on se dévalorise, mais on ne veut pas aller voir. Mais en refusant d'aller voir, on fait juste remettre à plus tard. On va se créer un autre événement de nouveau qui peut être avec un acteur différent, mais où on va contacter les mêmes émotions, les mêmes besoins affectifs non comblés, on va se victimiser, on va se dévaloriser, la totale. D'accord? Et ça, jusqu'à temps que vraiment on puisse entrer en nous et devenir conscient de tout ça. Sinon, ça se répète
et on se sent mais totalement impuissant à faire quoi que ce soit. Donc voilà au niveau de la pensée. Maintenant, au niveau émotionnel, eh bien, nous avons des ressentis instantanés, c'est-à-dire quand la conjointe apprend que son conjoint s'en va en week-end avec des potes le week-end de leur anniversaire de mariage, il y a des ressentis qui sont instantanés. Alors, la personne se prend émotionnellement et là, elle construit sur cet événement-là, c'est-à-dire que ses pensées s'amplifient, mais du côté négatif. Bon, il faut comprendre que lorsque la chose nous arrive, lorsque nous sommes enfants, il y a un ressenti instantané, mais dont l'enfant est absolument pas conscient, d'accord? Mais quand l'enfant commence à avoir l'âge de raison, il commence à pouvoir comprendre, mais aussi à juger ce que son parent lui a fait. Donc, viennent se rajouter sur les ressentis instantanés, les ressentis différés, c'est-à-dire plus tard. Et on est adolescent, on continue à se sentir victime, on arrive à l'âge adulte et on continue à construire. Ce qui veut dire quand on arrive à l'âge adulte, on a un gros paquet d'émotions où on se sent victime et quand on se sent victime, ben, c'est toujours la faute de l'autre. Donc, on ne récupère pas sa responsabilité, on se fait du mal, on continue à se dévaloriser et tant qu'on ne prend pas conscience dans son ressenti la souffrance qui s'est installée en nous, ben on remet devant nous, on se recrée des événements où on va vivre toutes les mêmes émotions et ainsi de suite, rebelote toujours. Et c'est ça qui fait qu'à chaque fois qu'on le revit, c'est de plus en plus difficile, de plus en plus stressant. Bon, maintenant, le côté psychosomatique, ce qui veut dire que là, les émotions vont se loger dans notre corps physique en fonction des ressentis des émotions. Donc, il y a certains organes qui sont touchés. Je vais donner des exemples, d'accord? Et puis, à ce niveau, j'ai écrit un précis de décodage biologique et comportemental. Donc, j'ai aussi énuméré les comportements types par rapport à tel type de conflit et par rapport à telle maladie. Le livre est un livre de 1124 pages, d'accord? C'est une édition maison, donc si vous êtes intéressé, vous nous écrivez et puis Julie va s'organiser avec vous pour le paiement. Alors le livre, il est 100 €, mais dans ce livre, j'ai décodé environ 900 maladies avec les comportements. Donc, et c'est quelque chose qui est extrêmement précis dans le sens si c'est tel conflit, ben, il y a tel ressenti, c'est telle maladie et la personne va se comporter de telle façon. D'accord? Donc, ce qui veut dire que moi, je peux regarder une personne, je peux observer la personne et sans savoir ce qu'elle peut avoir ou ce qu'elle aura comme maladie par rapport à ses comportements, je sais vers quelle maladie éventuelle la personne se dirige si elle n'apporte pas les correctifs au niveau de ses pensées. Donc, quand une émotion se somatise et qu'elle est suffisamment intense, l'émotion va créer un symptôme, une douleur,
ou carrément une maladie. D'accord? Et quand on parle de maladie, on parle de maladie de tout genre, de la plus bénigne à la plus mortelle. Donc, je vais vous donner un exemple. Quand on parle du tube digestif, ça part de la bouche jusqu'à l'anus. D'accord? Et là, en chemin, il y a plusieurs organes. Hein? Il y a le larynx, la trachée, le pharynx, l'œsophage, la petite courbure de l'estomac, la grande courbure de l'estomac, le duodénum, on a la vésicule biliaire, on a les canaux biliaires, on a le petit intestin, on a le grand intestin, on a les canaux cholédoques, et ensuite le rectum, l'anse. Il y a plein d'organes. Tous ces organes du tube digestif, elles sont tous concernés par le même ressenti, c'est-à-dire la colère. Par contre, chaque organe dans le tube digestif a sa tonalité. D'accord? Donc, par exemple, si on parle euh, de, du pharynx, pardon, de l'œsophage. Si on parle de l'œsophage, ben là, on parle d'un morceau symbolique, donc la situation conflictuelle, qui est trop grosse pour le digérer. Donc, énergétiquement, symboliquement, ça reste pris dans l'œsophage. Et les cancers de l'œsophage sont extrêmement difficiles à guérir parce qu'il n'y a pas de tissu ailleurs dans le corps humain euh, où on peut remplacer l'œsophage. Donc, la majorité du temps, quand on parle d'un cancer de l'œsophage, c'est un cancer qui va être mortel à 95% du temps, au moins. Bon, si on va plus loin, quand on regarde la petite courbure de l'estomac, eh bien là, on parle de colère territoriale, donc de colère à l'intérieur du territoire. Ça veut dire que il y a une situation où il y a quelqu'un qui, que j'ai l'impression qu'il est à l'intérieur de mon territoire et ça me met en colère. Mais la majorité du temps, c'est de la colère non exprimée. On est mieux d'exprimer la colère parce qu'on la sort plutôt que de la réprimer parce que quand on était enfant, on a entendu de nos parents que la colère, c'était pas beau. Donc, qu'est-ce que la colère territoriale fait à la petite courbure de l'estomac? Elle ronge les muqueuses. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'éventuellement, la personne va faire un ulcère à l'estomac. Et ceux qui ont déjà eu un ulcère à l'estomac, c'est extrêmement douloureux. D'accord? Donc, si on continue et on va plus loin, ben, le petit intestin, donc l'intestin grêle, on dit le petit, mais en diamètre, il est plus petit que le côlon, mais il mesure 5 mètres en longueur si on le déplie. Et la fonction du petit intestin, c'est d'assimiler, d'accord, les nutriments. Et quand on a un problème en lien avec la colère et qu'on n'est pas capable de l'assimiler, là, on commence à avoir des troubles à l'intestin grêle. Et ça veut dire quand on n'assimile pas les nutriments, on va perdre du poids, mais sans vouloir en perdre. D'accord? Si on va plus loin, le côlon, on parle de colère dans une tonalité soit d'un ressenti de trahison
ou de vacherie, ou de saloperie, de cochonnerie, de saleté. Bref, tout ce qui est sale, ressenti comme sale. Hein? Euh, Comme un coup bas ou quelque chose comme ça. D'accord? Ça affecte le côlon. Donc, on voit que d'un bout à l'autre, c'est de la colère, mais chaque organe a sa propre tonalité. Puis là, j'en ai mentionné que quelques-unes parce qu'il y en a beaucoup plus là, au niveau du tube digestif. Pour la peau, eh bien, dépendamment ce qu'on a comme symptômes, mais par exemple, si une personne a de l'eczéma ou du psoriasis, à ce moment-là, ben, c'est un ressenti de séparation. Qu'est-ce que c'est la séparation? C'est quelque chose qui nous est enlevé, qui nous est arraché contre notre gré. Alors, par exemple, j'ai vu des personnes adultes avoir de l'eczéma depuis l'enfance. Et je vous donne un exemple que j'ai vu à 4 ou 5 reprises dans ma carrière. La petite fille, 5, 6, 7 ans, elle a sa poupée. Et, et sa poupée, pour elle, c'est plus important que tout. Et là, la mère décide, ça suffit, tu es une grande fille maintenant. Donc, elle ne la consulte pas et elle lui enlève la poupée. D'accord? Et j'ai vu 4 à 5 reprises des femmes adultes avoir de l'eczéma à cause qu'on leur a arraché la poupée. D'accord? Donc, c'est bien l'endroit du corps qui est touché, c'est là que le contact, que la séparation s'est produite. D'accord? Donc, par exemple, un jour, en stage, j'avais une dame italienne et elle avait de l'eczéma ici et ici, donc au même endroit sur les 2 mains. Et elle vivait à l'extérieur de l'Italie et elle disait que sa famille lui manquait beaucoup. Alors, j'ai vu l'image pour sa solution de conflit. Donc, je suis allé vers elle et je lui ai demandé de me donner ses mains et j'ai placé mes 2 pouces. Je lui ai tenu les mains, j'ai placé mes 2 pouces exactement sur l'eczéma. Et tout de suite, elle a eu une émotion, elle s'est mise à pleurer. Ça, c'était le samedi dans la matinée. Et le dimanche à 18 heures, quand le stage s'est terminé, il n'y avait plus rien qui paraissait. Donc, le geste symbolique que j'ai fait, c'est comme si ça l'a remis en contact avec sa famille. Elle a solutionné le conflit de séparation et rapidement, l'eczéma est disparu. Bon, en ce qui concerne, par exemple, de nouveau la peau, mais ce qui touche le derme, donc on parle d'eczéma, on parle de mélanome, hein, on parle, vous savez, les grains de beauté cancéreux, des choses comme ça. Ben là, on parle plutôt d'un conflit de souillure. Alors, si vous avez un ou une ado et qui font de l'acné, il faut leur dire de ne pas se regarder dans la glace. Et je vous explique, d'accord? Quand ils ont de l'acné, ils vont se regarder dans la glace. Et là, un adolescent, une adolescente là, à 14, 15, 16 ans, pour eux, l'apparence est extrêmement importante parce que c'est à l'âge où les hormones se réveillent et ben, ils ont envie de plaire. Alors, ils vont se regarder dans la glace et là, ils se trouvent laids, ils se trouvent moches,
c'est dégueulasse, tout ça. Et là, ils ne se rendent pas compte, mais ils sont en train de réactiver le conflit parce que tout ce qui touche le derme, ça a un ressenti, ça a trait à un ressenti de souillure. Donc, ils se regardent, ils se trouvent laids, ils se trouvent moches, ils sont en train de se souiller. Alors, la solution parfaite pour eux, c'est de se regarder dans la glace, mais le moins possible, parce qu'ils vont demeurer dans un cercle vicieux. Si l'eczéma, pardon, pas l'eczéma, mais comment dire, si l'acné, elle est dans le dos, parce qu'on voit parfois des gens qui ont l'acné dans le dos, c'est qu'ils ressentent la souillure qui se produit derrière eux, à leur insu, dans leur dos. D'accord? Donc, l'endroit du corps est toujours extrêmement important, surtout pour la peau. Maintenant, quand on parle des os, ben, on parle aussi de tout le système musculo-squelettique. Donc, si on a du mal à faire un mouvement, parce qu'il y a une douleur musculaire, par exemple, ben, il faut regarder à quoi sert, il faut regarder le mouvement que la personne a de la difficulté à faire. Parce qu'elle se dévalorise dans ce mouvement. Quand on parle des os, ben, chaque partie du corps est reliée, lorsqu'on a une douleur osseuse, est reliée, mais toujours à un conflit de dévalorisation de soi, d'accord? Mais en fonction de la partie. Donc, si la personne a une capsulite, c'est tout simplement qu'elle se dévalorise dans une tonalité où elle ne se sent pas à la hauteur de la situation. D'accord? Donc, il y a un manque de reconnaissance. D'ailleurs, quand on regarde les photos de famille, bon, peut-être particulièrement dans le passé, on voyait le père debout qui avait sa main sur l'épaule, soit de sa femme ou soit d'un enfant. Donc, c'est bien le conflit de manque de reconnaissance. Si on a mal à un coude, le coude est toujours relié au niveau professionnel, c'est-à-dire qu'au niveau professionnel, il y a une dévalorisation, d'accord? Et il faut chercher avec la personne parce que peut-être la personne déteste son travail, peut-être qu'elle se sent inutile dans ce travail, qu'elle ne contribue pas, peut-être est-elle en conflit avec des collègues de travail et ainsi de suite. Mais quand c'est le coude qui est touché, c'est toujours dans une tonalité professionnelle. Donc voilà pour le psychosomatique. Maintenant, on va faire un petit quiz, d'accord? Et là, on va parler au niveau alimentaire. Alors, je vous pose la question, qu'est-ce qui fait engraisser le plus? D'accord? Parce que là, on va parler alimentaire. Pourquoi? Parce que dans la société, d'accord, aux États-Unis, 70% de la population, incluant les enfants jusqu'aux vieillards, sont au minimum en surpoids, obèses, super obèses et obésité morbide. En Belgique, 57%. En France, 54%. Au Canada, 61%. Et là, on voit bien que si on regarde dans le monde animal, il n'y a pas d'obésité. Il y a des animaux qui sont gros, il
Il y a des animaux qui s'engraissent parce qu'ils vont avoir une disette de nourriture. Par exemple, le manchot empereur qui doit s'assurer qu'il ne peut pas bouger pendant que la femelle elle est partie s'engraisser à la mer, le mâle reste et il ne peut pas bouger parce qu'il a l'œuf sur ses pieds. Parce que s'il met l'œuf par terre, en moins de 5 minutes, l'œuf est gelé. Donc, il va être 3 à 4 mois sans se nourrir. Il va perdre le tiers de son poids corporel, mais il y a un sens à s'engraisser. C'est pour lui permettre de survivre. La même chose au Canada avec les ours noirs qui hibernent. Alors, ils s'engraissent très fort durant l'été et l'automne, en sachant que eux aussi, les 4 mois et demi qu'ils vont passer dans leur tanière, vraiment oisifs, qui vont perdre le tiers de leur poids corporel. Donc, on ne dit pas que ces animaux-là sont obèses. Ils s'engraissent volontairement pour leur permettre de survivre. Mais nous, les êtres humains, qu'est-ce qu'on fait avec les bédaines, puis les plis, et puis tout ce que vous voulez, les peaux qui pendent, et ainsi de suite? Ben, il n'y a que nous, les êtres humains, là, dans toutes les créatures vivantes, il n'y a que nous qui sommes en surpoids et en obésité. Que nous. Et les animaux domestiques que nous nourrissons, nos chats, nos chiens, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que nous sommes nous-mêmes dans une peur du manque et puis, voilà, on voit des chiens parfois qui peinent à se tenir debout. C'est le conflit du maître. D'accord? Et donc, il y a juste les humains et les animaux domestiques qui sont en surpoids. Donc, il y a une déficience, il y a quelque chose que l'être humain n'a pas compris. Alors, qu'est-ce qui fait engraisser le plus? Est-ce que c'est les protéines? Est-ce que ce sont les glucides et les sucres? Est-ce que ce sont les lipides? Les lipides, ce sont les matières grasses. Est-ce que c'est l'insuline qui est sécrétée par le pancréas ou aucune de ces réponses? La réponse, c'est l'insuline qui fait engraisser. D'accord? Et je vais vous expliquer. Donc, là, je vais vous donner un mini cours en alimentation pour les nuls. D'accord? Vous connaissez les livres, hein? Électricité pour les nuls, plomberie pour les nuls. Bon, ben ce soir, c'est alimentation pour les nuls. D'accord? OK. Alors, il y a 3 types de macronutriments. Il y a les protéines, d'accord, qui, elles, se transforment lorsqu'on les ingère. Quand je parle de protéines, on peut parler de protéines animales ou végétales. Donc, par exemple, de la viande, du poisson ou, par exemple, des noix, c'est végétal, des avocats, c'est végétal, la noix de coco, des trucs comme ça. Peu importe, que ce soit une protéine animale ou végétale, dans le corps, la protéine se transforme en acide aminé essentiel. Et qu'est-ce que sont des acides aminés? Eh bien, c'est le glucose qui va se loger dans nos muscles. Donc, on a une réserve, si vous voulez, d'énergie à l'intérieur de nos muscles et ce sont des acides aminés. Alors ça, c'est en cas d'un effort soutenu, d'un effort extrême, les acides aminés vont servir à nourrir les muscles en cas d'effort. D'accord? Ensuite, le deuxième macronutriment, ce sont les glucides et les sucres.
Donc, par exemple, vous mangez une pomme de terre, eh bien, il y a des glucides dans la pomme de terre, c'est-à-dire les féculents. D'accord? Donc, on comprend que le féculent, c'est quelque chose qui, lorsqu'il est ingéré, aussi bien que le sucre, dans le corps, ça se transforme en glucose. Alors, ça veut dire que le glucide, il se transforme en glucose. Le sucre qu'on mange, d'accord? Et là, quand je dis sucre, c'est toutes les sortes de sucre qu'on peut connaître, puis il y en a 56 sortes. On regarde les ingrédients sur une boîte et il y a des termes qu'on ne connaît pas et c'est du sucre. D'accord? Et j'explique un petit peu plus loin la raison pourquoi les compagnies alimentaires font ceci. Donc, le glucose, ben, c'est une des deux sources d'énergie du corps. D'ailleurs, dans notre sang, nous avons du glucose. Et si je suis en train de dépenser de l'énergie, ce qui veut dire que le sang qui nourrit mes muscles et mes organes, lorsque le taux de glucose baisse, le foie va, dans la réserve que nous avons de glycogène au foie, le foie va relâcher le glycogène, il va le transformer en glucose et ça va contribuer à maintenir notre glycémie sanguine de sorte à nous éviter de devenir faibles. D'accord? Le problème, c'est si on mange trop de glucides, c'est si on mange trop de sucre. Et là, je vais vous montrer, j'ai des exemples d'aliments que vous croyez qui sont des aliments santé, que vous mangez probablement tous et que vous allez voir que ce n'est pas si santé que ça. D'accord? Le troisième macronutriment, eh bien, ce sont les lipides, donc les matières grasses. Hein? Quand on parle de lipides, on va parler du gras animal, on va parler des huiles, par exemple une huile d'olive, une huile de colza, une huile de carméline, et ainsi de suite. Donc, toute source de matière grasse, qu'elle provienne de l'animal ou du végétal. Et les lipides se transforment en acides gras essentiels. D'accord? Et là, vous remarquerez que protéines, acides aminés essentiels, lipides, acides gras essentiels, glucides et sucres, glucose. Il n'y a pas essentiel. Et je vous explique pourquoi. Et ça, c'est une grave erreur de la science et de la médecine qui ne comprennent pas exactement comment fonctionne le corps humain. Et c'est pour ça qu'on a tant de surpoids et d'obésité dans le monde entier. D'accord? Lorsqu'on a le mot essentiel, ça veut dire que mon corps ne le fabrique pas. Je dois aller le chercher à l'extérieur et le donner à mon corps. Contrairement aux glucides et au sucre, nous avons un mécanisme qui remonte aussi loin que l'homme préhistorique, d'accord? Que Joe, le chasseur-cueilleur. Et ce qui se produit, si on regarde l'homme préhistorique, lui, il n'y avait pas sa viande fraîche à tous les jours. Il n'y avait pas de supermarché comme nous on a à tous les coins de rue. Il n'y avait pas de frigo. Il n'y avait pas de congélateur. Donc, ça lui prenait de la viande quasiment fraîche du jour. Alors, il n'attrapait pas, il n'abattait pas ses bêtes à chaque jour. Il n'y avait pas de carabine. Avec une carabine, c'est facile, hein? Un chevreuil à 300 mètres, on le descend. Il y avait des lances. Donc, on comprend
qu'il n'abattait pas son gibier à tous les jours et qu'il ne pouvait pas nourrir sa famille à tous les jours. Donc, pour survivre, il a dû y avoir des mécanismes d'adaptation. Et ces mécanismes d'adaptation-là, chez l'homme préhistorique, nous avons exactement les mêmes mécanismes d'adaptation chez l'Homo sapiens que nous sommes. D'accord? Ce qui veut dire qu'on est équipé pour des disettes de nourriture. Donc, qu'elles soient volontaires ou involontaires, mais je vous donne un exemple. Julie et moi, on a mangé notre dernier repas le 2 janvier de cette année. Et on a repris l'alimentation mardi de la semaine passée. Donc, Julie et moi avons jeûné pendant 40 jours et 12 heures. D'accord? Sans manger. On a bu du café, du thé, de l'eau citronnée, un bouillon d'os qu'on se fait maison, mais on était 40 jours sans manger. Et à chaque jour, nous avons un lecteur de glycémie et de corps cétonique. D'accord? Et à tous les jours, j'étais dans les limites, comment dire, les limites de la médecine. D'accord? C'est-à-dire entre 70 et 100. D'accord? J'étais à 75, 78, 72. Pas une seule fois, je suis allé en hypoglycémie pendant 40 jours, mais je n'ai pas pris aucun glucide. Je n'ai pas pris de sucre pendant 40 jours. Mais si je me fie à ce que la médecine dit, j'aurais dû mourir. J'aurais dû mourir puisque la médecine dit ça prend absolument du glucose. On n'a pas le choix. Si on n'a pas de glucose, on faiblit, on devient confus et puis on ne sait plus ce qu'on fait. Et puis, si on ne mange pas de sucre, on meurt. Non, non. Vous avez, à moins d'être hypoglycémique, on s'entend, mais si vous n'êtes pas hypoglycémique, là, diagnostiqué, vous avez dans votre corps une hormone qui s'appelle le glucagon. C'est une hormone que lorsque le taux de glucose sanguin devient trop bas, cette hormone est sécrétée et c'est une hormone qui est glycémiante, ce qui veut dire qu'elle augmente la glycémie sanguine. Donc, le cerveau module ceci et il garde la glycémie sanguine à un taux où on n'a aucune faiblesse. Au 28e jour, donc avant de venir sur l'Europe, au 28e jour de jeûne, je suis allé déménager ma mère. Donc, c'est bien du travail physique. J'ai rien ressenti en termes de faiblesse. Au 36e jour, je suis en Belgique, à Florenville. Je suis parti avec un copain et on est allé faire une marche sportive. Quand je vous dis sportive, c'était comme ça, d'accord, de 8 km au 36e jour de jeûne. Et je n'ai ressenti aucune faiblesse. Pourquoi? Parce que nous avons les mécanismes d'adaptation de l'homme préhistorique. Et c'est ça qui fait qu'on est ici aujourd'hui, parce que si l'homme préhistorique n'aurait pas eu ces mécanismes d'adaptation, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Donc, c'est grâce à eux. Alors, nous avons tous ces mécanismes d'adaptation qui sont adaptés à une disette de nourriture, ce qui veut dire que l'homme a été conçu pour ne pas
manger plus que pour manger. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On remplit nos assiettes, on mange jusqu'à temps qu'on soit plein. Euh, Moi, enfant, je me suis fait dire, si je voulais arrêter de manger, j'avais suffisant, je n'avais pas vidé mon assiette. C'est vide ton assiette, mange ton assiette parce que tu n'auras pas de dessert ou tu n'iras pas jouer dehors ou des trucs comme ça. Donc, je me suis habitué, jeune, à m'empiffrer. Voyez-vous? Donc, la nourriture est la plus grande addiction de l'être humain. D'accord? En réalité, on est conçu pour écouter son corps et quand on ne l'écoute pas, ben voilà, on mange, on mange, on mange, on sécrète de l'insuline et ça envoie le message au cerveau de faire des réserves. Donc, on transforme le surplus d'énergie qui est le glucose dans le sang en solide, c'est-à-dire qu'on fabrique de la graisse. C'est l'insuline qui fait qu'on fabrique de la graisse. Donc, si on est capable de sortir de table sans être plein, mais sortir avant, ben, on va sécréter de l'insuline, mais beaucoup moins que si on se gave et que si après on mange un dessert et ainsi de suite. D'accord? Donc, les protéines, les lipides, on n'a pas le choix, il faut les prendre à l'extérieur. Le glucose, c'est réglé. Si vous n'êtes pas hypoglycémique, vous n'aurez jamais de problème, vous ne serez jamais en manque d'énergie par rapport au glucose sanguin. Après, on peut être en manque d'énergie si, sur un plan émotionnel, on fait fausse route par rapport à quelque chose dans notre vie. Alors là, ça, oui, on peut devenir fatigué et puis si on garde la route trop longtemps dans la mauvaise direction, ben, en bout de ligne, c'est un burn-out. D'accord? Puis quand on se fait un burn-out, on est épuisé et ça prend souvent 1 an au moins à recharger la batterie. Donc, très compliqué. OK. Là, on va regarder les 3 macronutriments et on va regarder pour voir la sécrétion d'insuline que chacun occasionne. Donc, sur la ligne horizontale, on a le temps de soutien. Ça veut dire combien de temps le macronutriment va nous soutenir avant que nous commencions à avoir faim. D'accord? Et la ligne verticale, ben, c'est la quantité d'insuline qui va être sécrétée en fonction du macronutriment. Donc, dans l'exemple, on prend 1 gramme de chaque. D'accord? Donc, on va commencer par les lipides. D'accord? Donc, plus la courbe monte haute, plus il va y avoir d'insuline de sécréter. Donc là, quand on regarde la courbe des lipides, ben, on voit que ça stimule peu la sécrétion d'insuline et que dans le temps, ben, ça tient bien. Donc, les lipides sont soutenants au niveau alimentaire. Maintenant, on prend 1 gramme de protéines et là, on voit qu'il va y avoir plus d'insuline de sécréter que le lipide et que la protéine va tenir moins longtemps dans le temps. Donc, la protéine, elle est moins soutenante que les lipides. Et finalement, si on regarde les glucides, quand je dis glucides, ça inclut le sucre, regardez à quel point les glucides sécrètent une importante quantité d'insuline. N'oubliez jamais, c'est l'insuline qui fait engraisser. D'accord? Et regardez comment le glucide ne tient pas longtemps dans le temps. Alors, ça veut dire quoi? Ben, si je mange des glucides,
D'accord? Pour la collation, je mange une barre énergétique. Donc, on voit que les glucides vont faire que je vais sécréter beaucoup plus d'insuline. Donc, je vais faire de la graisse, je fais des réserves, et que je vais avoir faim beaucoup plus rapidement que la protéine et surtout les lipides. Donc, on revient aux 5 domaines. Alors, on vient de voir le domaine physique alimentaire. J'ai passé un peu plus de temps là-dessus parce que c'est extrêmement important. Je voulais donner votre cours pour les nuls. Donc là, vous en savez plus que pas mal de monde. D'accord? Le domaine psychique qui est de l'ordre de la pensée, le domaine émotionnel qui est de l'ordre des mémoires que nous portons, et la psychosomatique, c'est-à-dire la somatisation. Et ces 3 domaines-là égalent à la nourriture psychique. Donc, on nourrit notre corps physique avec des aliments, mais on n'a pas eu l'éducation que nos pensées étaient de la nourriture psychique. Donc, si j'ai des pensées difficiles, j'ai une nourriture psychique qui est équivalente à bouffer du sucre. Voyez-vous? Et qu'autant que la nourriture physique finit par nuire à mon corps physique si je ne m'alimente pas bien, ben, autant que mes corps énergétiques vont être pollués. D'accord? Et les soins que Julie donne, elle sent cette pollution psychique sur les corps subtils. Et puis, elle s'occupe de les nettoyer. D'accord? Donc, moi, c'est plus au niveau physique, puis plus au niveau psychosomatique. D'accord? Donc, la nourriture psychique, c'est le domaine quantique, le domaine vibratoire. Ça veut dire qu'on a un corps physique, mais les 4 autres domaines, c'est le niveau quantique. D'accord? Donc, ce qui veut dire que autant c'est important de bien se nourrir au niveau physique, autant c'est important si on veut prolonger son espérance de vie, mais surtout bien vieillir, vieillir sans maladie ou sans symptômes, etc. Il faut s'occuper de la gestion de nos pensées. Mes parents m'ont dit, Daniel, j'étais jeune, hein? Fais attention à ce que tu dis, fais attention à ce que tu fais. Et je l'ai intégré, j'ai obéi à mes parents. Mais mes parents ne m'ont jamais dit, Daniel, fais extrêmement attention à ce que tu penses, car c'est autour de tes pensées que tu construiras ta vie. Je n'ai pas eu cette éducation-là. Je me suis dépoté toute seule pour comprendre ça. D'accord? Après avoir vécu un enfer. Puis je pense qu'à quelque part, vous êtes tous comme moi, là. C'est très, très rare les gens qui ont eu cette éducation. Si vous l'avez eu, tant mieux pour vous. Mais moi, je me suis dépoté pour comprendre ça toute seule. Alors, la gestion de la pensée, pour être tranquille, pour être heureux, est extrêmement importante. Maintenant, on va faire ensemble un exercice de ressenti, d'accord? Parce que quand je dis gestion de la pensée, c'est faut que je sois présent à moi-même pour pouvoir ressentir ce que mes pensées me font au niveau du ressenti physique. Parce que quand je parle de ressenti, je parle d'une sensation ou de sensations physiques
qu'on ressent dans notre corps. D'accord? Donc, je vais vous demander de prendre un moment, quelques secondes, d'accord, pour identifier une situation que vous vivez qui est difficile. Donc, ça peut être une situation, ça peut être face à quelque chose, ça peut être face à une personne. D'accord? Vous pensez à la situation et ressentez ce que ça vous fait au niveau physique. Donc, je vous donne 20 secondes. Bon, si vous avez bien fait l'exercice, vous avez eu une sensation dans votre corps, au minimum une sensation désagréable. Donc, pour une personne, ça peut être le cœur qui se serre, le cœur qui s'emballe, le plexus solaire qui se coince, la musculature des mâchoires qui se serre, votre corps en entier qui se tend, votre musculature qui se tend à cause de l'adrénaline qui est sécrétée, voyez-vous. Donc, ce qui veut dire que ce que vous avez ressenti à ce moment-là, la pensée n'est pas bonne pour vous. Oui, j'ai raison, mon mari, il est comme ça. Non, non, ça c'est votre ego qui veut ça. D'accord? Aussitôt que vous ressentez une sensation physique désagréable, si vous êtes présente à vous et si vous avez le moindre amour, respect et reconnaissance pour vous-même, vous allez arrêter, vous allez renoncer à cette pensée. D'accord? Juste y renoncer, la sensation physique va vous quitter. C'est ça, une gestion de la pensée. Bon, maintenant, on va faire l'opposé. Vous allez prendre une situation qui pour vous est agréable, facile, que ce soit avec quelqu'un, avec quelque chose ou avec une situation, que le résultat vous satisfait pleinement. Donc, prenez de nouveau 20 secondes. OK. Donc, si vous avez bien fait l'exercice, vous avez aussi eu une ou des sensations physiques, mais agréables. Donc, pour une personne, ça peut être une ouverture de cœur, ça peut être une chaleur, ça peut être des frissons, ça peut être une sensation d'expansion, la chaleur, et ainsi de suite. Et là, lorsque vous avez une pensée qui vous laisse avec une sensation agréable, votre guidance intérieure est en train de vous dire bravo, continue dans cette direction, nourris cette pensée, parce que cette pensée-là va vous apporter un résultat satisfaisant. Un résultat où vous allez être content, où vous allez vous réjouir. Mais la pensée difficile, si vous ne l'arrêtez pas, vous continuez à la nourrir, vous allez avoir peur et vous allez aboutir à un résultat insatisfaisant. Donc, de nouveau des difficultés, des épreuves. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas été présent à vous pour arrêter cette pensée. Donc, vous avez continué à vous faire du mal. Ben, l'intelligence universelle a dit, OK, tu veux te faire du mal? Ben, pas de problème. Vas-y, fais-toi mal. Mais je vais te mettre un résultat insatisfaisant
pour faire monter le stress en toi, pour qu'éventuellement tu puisses réfléchir pour faire le choix de changer tes pensées qui vont changer le résultat. Parce que dans le domaine quantique, c'est vibratoire. Quand vous avez une sensation physique désagréable, votre fréquence vibratoire, boum, elle s'abaisse instantanément au niveau de la dureté de la pensée. Tout comme lorsque vous avez une pensée qui est positive, qui est noble, d'accord, tout de suite, votre fréquence vibratoire s'élève. Et c'est pour ça que vous avez cette sensation agréable. C'est la fréquence que vous sentez. Donc, aussitôt que vous sentez que votre fréquence baisse, stop, stop. Vous êtes en train de vous faire du mal. Et si vous continuez, vous allez continuer à vous faire du mal, de plus en plus mal, jusqu'à être violent avec vous-même. D'accord? C'est ça le domaine quantique. Hein? Jésus disait, purifiez le foyer de vos pensées, vous aurez accès au royaume de Dieu. Ben, le royaume de Dieu, il est ici. Puis l'enfer, il est ici aussi. Et ça dépend uniquement des pensées que nous entretenons. Si je me charge de pensées négatives, eh bien, je suis en enfer. L'enfer, ce n'est pas le lieu de la religion catholique, ce n'est pas la porte voisine du ciel, là. Voyez-vous? C'est à l'intérieur de nous. Donc, si je gère mes pensées adéquatement, eh bien, je suis au paradis, c'est-à-dire je suis heureux. Mais si je me laisse aller à n'importe quelle pensée, je suis en enfer. Mais j'en suis le seul et unique responsable. N'essayez pas d'accuser quelqu'un à l'extérieur de vous. Non, c'est vous qui choisissez vos pensées. Il n'y a personne qui a la capacité de vous mettre des pensées dans la tête puis de vous contrôler. Personne. Alors, il faut se responsabiliser. Donc, j'ai parlé de la différence vibratoire, voyez-vous, sensation désagréable, sensation agréable. Fonctionnez avec ça parce que vous allez toujours avoir le rapport vibratoire de la qualité de vos pensées, mais pour ce faire, vous devez être à l'écoute de vous. Vous devez ressentir. Et ça, on ne nous a pas montré ceci. On ne nous a pas éduqués comme ceci. Donc, merci pour votre écoute. Merci pour votre patience. Et puis, je vous souhaite une excellente continuation à tous et à toutes. Et puis, le meilleur pour vous.